Donc la précédente table ronde était un peu plus technique, et là, sur le côté juridique, là on va revenir un petit peu sur le côté militant, toujours dans le cadre de ce colloque. Donc merci Christelle d'être avec nous. Tu es secrétaire du syndicat depuis combien de temps? 6 ans. D'accord. Ah. D'accord, c'est ça. Aussi loin que remonte ton expérience de secrétaire du syndicat, est-ce que tu dirais que la discrimination syndicale est un fait fréquent? Je ne sais plus qui, un intervenant a dit ça ce matin. La discrimination syndicale, ça intervient surtout sur les jeunes équipes. Je pense que les employeurs ont tendance à taper sur les jeunes sans expérience, ou moins jeunes, voilà. Et c'est assez récurrent dans certains secteurs. Alors nous, c'est la santé, surtout sur des secteurs comme l'aide à domicile ou le lucratif. Et j'ai un exemple à donner. Vas-y, si tu veux. On a une militante qui a monté une section dans une association d'aide à domicile qui au départ était sans étiquette. L'employeur a signé un accord avec des élus sans étiquette pour changer le statut, pour passer l'association à du lucratif. Donc un certain nombre de salariés sont venus nous voir, on a donc monté une section syndicale, et avec l'aide du réseau AVEC et de Géraldine Baronfio, on a essayé de défendre le statut associatif. Donc on a perdu cette bataille, et on a donc créé une section syndicale, et on a demandé à ce qu'il y ait des élections. Donc notre collègue s'est présenté. Rien qu'à la signature du pape, ça présageait ce qui allait se passer. Il a fallu qu'on montre patte blanche. Enfin, c'était extrêmement difficile de discuter avec la direction, qui ne voulait absolument pas de syndicat, mais qui préférait quand même que ce soit la CFDT. Et j'ai envie de vous dire heureusement, parce qu'avec ce qu'ils nous ont fait vivre après, c'était compliqué. Donc les élections se passent, seule organisation syndicale à se présenter. En face de nous, au deuxième tour, les mêmes sans étiquette qui avaient signé le fameux accord. Hein. Donc là, on dérogeait à tout. Hein. Renoncement au prud'homme, enfin, vraiment la totale. Et nos élus, qui étaient des salariés de longue date de l'association, donc 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans d'ancienneté, subitement sont devenus de mauvais salariés, parce qu'il a posé trop de questions. Elle demandait à être rémunérée correctement, elle demandait à ce qu'on respecte le droit du travail, la convention collective, l'accord de substitution qui avait été mis en place par les sans-étiquettes. Notre délégué syndical, un jour, s'est retrouvé mise à pied à titre conservatoire. Hein, dans le privé, ça veut dire sans salaire. Donc elle est venue vers nous. Donc à l'entretien avec l'inspection du travail, nous, dans le syndicat, on procède toujours comme ça. On y va à 3. Donc la salariée qui est convoquée, un avocat du réseau AVEC et moi. Moi sur le volet soutien aux militants et puis un peu juridique, l'avocat sur l'aspect totalement juridique, et puis la salariée, bah, bien sûr, pour se défendre de ce qu'on lui reprochait. Et il reprochait à notre collègue d'être arrivé en retard, je crois de mémoire, 45 fois dans le mois, en sachant qu'il n'y a que 30 jours dans le mois. Voilà. Donc, l'inspection du travail a demandé à l'employeur d'envoyer ses preuves sur le retard de la collègue. Et en fait, nous, on est en télégestion, et c'est-à-dire que le retard était, comme il n'y avait pas de temps d'intervention entre deux usagers, c'est-à-dire elle finissait à 15h chez un usager, elle devait être à 15h chez l'autre, donc évidemment elle était en retard. Donc comme ça, dans la journée.
Un jour, elle aurait dit à un usager qu'elle n'aurait pas de gâteau parce qu'elle était trop grosse. Voilà. Donc, la directrice de l'établissement est allée voir l'usager, a pris la déposition elle-même de l'usager, enfin voilà, hein, tout dans les règles de l'art. Et puis, elle aurait dit qu'un collègue était homosexuel. Voilà. Donc, on a fait l'entretien avec l'inspection du travail, l'avocate. Bien sûr, il n'y avait aucun grief à reprocher à notre collègue. Hein. Donc, l'inspection du travail a refusé le licenciement. Et en fait, nous, on respecte toujours le choix de la salariée. Elle avait fait le choix de réintégrer l'entreprise. C'était extrêmement difficile pour elle. Après, on a négocié une rupture conventionnelle, mais au moins, elle est retournée dans l'entreprise avec la tête haute et le soutien de toute la section et de tous ses camarades. Et je pense que c'est important que dès l'instant où il y ait la moindre message d'alerte, que le syndicat soutienne ses militants en fait. Merci Christelle. Oui. Du coup, est-ce que quand vous déposez des listes ou quand vous déclarez un délégué syndical, est-ce que vous apportez une précaution particulière dans votre syndicat? Alors nous, toutes les nouvelles sections sont suivies. Alors on est nombreux, donc on est plutôt organisés. Et chaque nouvelle section est suivie. Quand c'est des toutes petites sections, et par exemple qu'on dépose des listes et qu'on n'a que 2 adhérents, on leur permet de venir à 2 lors de nos conseils syndicaux. Parce qu'elles sont comme ça, je dis elles parce qu'on est beaucoup de femmes dans la santé. Elles sont toutes les 2 au courant des mêmes choses et ça permet aussi qu'elles se créent un collectif à l'intérieur du syndicat en fait. Et elles peuvent échanger avec différents collègues. Et c'est vrai qu'on essaye de fonctionner aussi par convention collective. Donc en fait, chaque section trouvera le référent de sa convention. Et on essaye de suivre toutes nos sections. Alors c'est difficile, mais oui, je pense qu'il faudrait qu'on soit, comme le disait Michel ce matin, qu'on fasse de la prévention plutôt que d'éteindre le feu. Quand c'est un peu trop tard en fait, parce que c'est extrêmement difficile, même si vous êtes dans votre bon droit, de retourner dans l'entreprise en fait. Merci. Tu m'avais fait part également d'une autre situation dans le public à l'occasion des élections de la fonction publique. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Alors justement, c'est encore une nouvelle section qu'on a créée. C'est un établissement où on faisait des tournées régulières depuis 6 ans, je crois. Et aux dernières élections, on a réussi à implanter une liste. On a donc, avec 2 militants du public, fait une réunion dans les locaux où, quand on est arrivé, il y avait une vingtaine d'agents qui étaient là. Tout le monde était un peu surpris. Certains nous ont fait part qu'ils étaient étonnés de certains salariés, agents qui étaient là. Donc on a fait la réunion. On leur a donc dit, là, c'est la dernière ligne droite. Si vous voulez être défendu, là, il va falloir qu'on crée une section et qu'on monte des listes. Donc avec 2 militants, il a été convenu qu'un serait secrétaire de la section et l'autre secrétaire adjoint. Le temps que je fasse les mandatements, ils ont été convoqués par la direction. Alors, un salarié qui était un salarié de nuit, qui était revenu depuis 3 mois de son arrêt maladie. Dès le lendemain, la direction l'a convoqué pour lui dire que, en fait, son travail n'allait plus, il allait repasser de jour et que du fait qu'il allait peut-être être mandaté, ça allait être plus facile pour lui pour exercer son mandat, chose qu'il ne voulait absolument pas. Et puis la deuxième collègue, qui était une contractuelle, qui était jusque-là une très bonne professionnelle, à qui on a rompu son contrat de travail en lui disant qu'il n'y avait plus de place pour elle. Donc voilà. Donc le premier collègue est toujours adhérent à la CFDT, mais n'a pas souhaité, il a démissionné, il n'a pas souhaité aller plus loin. Et la deuxième collègue, on est en cours avec un avocat, puisque là c'est du droit de la fonction publique, ça nous dépasse.
Et c'est une collègue avocate qui a repris le dossier pour faire valoir les droits de la collègue. Et encore une fois, une jeune section et des salariés sans expérience. Et en fait, là où il y a de l'expérience, ils savent très bien qu'il ne faut pas aller tout seul à ces entretiens-là avec la direction. Et là, ils sont allés tout seuls et de bonne foi, en fait. Et encore une fois, la direction était très très satisfaite que la CFDT s'implante, heureusement. Tu m'avais expliqué, la fonction publique intéresse beaucoup de militants du privé. Tu m'avais expliqué que dans cet établissement de 200 agents, le syndicat avait envoyé 2 militants particuliers chez les santé sociaux, les DJP. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Nous, sur les élections, on avait des cibles. Alors, ça ne se décrète pas, hein. C'est pas 6 mois avant les élections qu'il faut commencer les tournées. Nous, nos tournées, ils sont fixées, les élections terminées, on recommence. Donc en fait, notre stratégie, c'est que c'est toujours les mêmes militants qui tournent dans les établissements pour être identifiés par les agents, de façon à ce que quand on s'implante, on ait un interlocuteur, et même un interlocuteur privilégié pour la direction. Parce que ça ne peut pas être le secrétaire ou le secrétaire adjoint, simplement les interlocuteurs. On a trop d'établissements. Donc en fait, c'est nos DJP là qui étaient en plus sur cet établissement-là. Et le temps qu'on intervienne, c'était trop tard. Le feu était déjà aux poudres. Bon, on essaye toujours à la CFDT de prôner le dialogue. Hein. Ça ne marche pas toujours. Ça marche à 2. C'était juste pour faire une aparté sur les défenseurs juridiques publics des santé sociaux. C'était une petite aparté sur les syndicats qui sont fonction publique ou mixtes, comme l'USGEN et Interco. En fait, ce sont les structures fédératives qui gèrent les dossiers contentieux, tandis que nous, dans le privé, c'est avec l'Uri-Normandie que ça se passe. Voilà, c'était une petite aparté. Merci Christelle. Une autre question de pratique syndicale encore. Quant à ton militant qui se déclare victime auprès du syndicat, quelle est la place de l'instance décisionnelle de ton syndicat? Quand est-ce qu'elle intervient? Les réunions sont fixées à l'avance, mais il n'y en a pas tous les lundis non plus, quoi. Comment ça se passe? Alors, nous, sur l'urgence, j'ai un mandat pour pouvoir intervenir aussitôt, hein, parce qu'effectivement, on n'a pas de bureau, on a un bureau syndical une fois par mois. Entre deux, il faut faire les affaires courantes du syndicat. Et en fait, dès l'instant où il y a une procédure qui est engagée, le bureau syndical d'après, les militants, alors il y a la CE qui est informée, et après le bureau syndical. Et de toute façon, il y a toujours une information sur les affaires qui sont en cours pour que chaque membre du bureau syndical sache où on en est et à quel moment on est de la procédure. Pour la transparence, c'est mieux. Mais c'est vrai que pour le secrétaire, c'est bien d'avoir une petite souplesse. Et en fait, nous, on procède toujours comme ça. On travaille qu'avec 2 avocats, hein, Michel Rose et Géraldine Banfio. Voilà, chacun a leur spécialité. Et en fait, on prend toujours rendez-vous avec l'un ou l'autre. On voit la stratégie qu'on peut mettre en place, parce que des fois, on sait qu'on va perdre, mais il faut y aller quand même. Et en fait, après, on restitue la stratégie aux membres du bureau syndical. On va faire comme ça, on va aller sur tel ou tel choix. Merci Christelle de ce témoignage. Alors vous avez un collectif soudé, organisé. Sachez qu'on a eu beaucoup de mal à obtenir un syndicat accompagnant qui accepte de témoigner aujourd'hui à cette table ronde. Donc c'est ce qu'on a dit ce matin, c'est rare, la discrimination syndicale et puis les gens qui veulent agir aussi. Si un syndicat un peu moins structuré venait te demander conseil, bon, tu peux pas non plus les tenir par la main, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Je pense que les syndicats qui ne sont pas structurés, de toute façon, il n'y a pas d'affaire
discriminations ou quoi que ce soit qui sont portées en justice. Hein. Un syndicat qui n'est pas structuré, c'est juste pas possible. Enfin, c'est difficile, quand tu n'es pas structuré, de pouvoir porter de telles affaires. On l'a dit, sur le privé, c'est nous qui intervenons avec les conseillers du salarié. Sur le public, on a nos DJP qui, eux, peuvent intervenir. Si tu n'es pas structuré, de toute façon, c'est vraiment difficile. Après, nous, vous pouvez nous appeler, on va vous conseiller, c'est pas le souci. Mais après, on ne peut pas faire à la place d'eux, c'est pas possible. Hein. C'était aussi, merci Christelle, c'était aussi pour rappeler qu'il y a le réseau militant ARC, Accompagnement, Ressources, Conseils, qui est en train de se mettre en place. D'ailleurs, je vais faire la transition vers vous, messieurs les avocats du réseau ADEC. Il paraît que vous êtes partenaire avec ARC. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, le partenariat ARC est une idée lancée à un précédent congrès, je crois, de mémoire, au niveau national. Et on a signé une convention avec l'URI cette année, qui décline en fait la convention nationale ARC, qui est un dispositif d'appui conseil ou piloté par des référents ARC de l'URI, qui permettent aux sections syndicales, aux syndicats, voire à des salariés isolés, de pouvoir avoir accès à un premier contact avec un avocat, un conseil, mais c'est aussi avec Syndex, le cas échéant, dans d'autres partenaires, et d'orienter à cette occasion une stratégie ou à tout moins un conseil de premier niveau, et ensuite, le cas échéant, de le décliner soit avec les syndicats, soit avec l'URI, dans le cadre d'actions judiciaires ou d'accompagnement, parfois aussi à la négociation collective, parce que ça aussi c'est important. Aujourd'hui, savoir écrire un accord collectif, ça a du sens. C'est pas seulement, il ne s'agit pas pour les conseils que nous sommes de s'approprier la négociation, c'est surtout pas ça. La négociation, c'est l'affaire des organisations, mais parfois la relecture ou l'interprétation d'un texte, ça peut être aussi utile d'avoir un conseil à cet égard. Voilà. Côté public, c'est pareil, je pense. Oui, c'est pareil. L'idée, c'est toujours, je trouve, de pouvoir intervenir le plus en amont possible. Le premier contact est important, parce que souvent les agents sont un peu perdus. Qu'est-ce que je peux faire, ça permet déjà d'orienter, de donner les premiers renseignements, et puis, comme vous indiquez, établir une stratégie, en fait. Ça me paraît déterminant. Pendant la pause, on échangeait, on évoquait les situations où on se retrouve en contentieux, soit en première instance, voire en appel. On sait très bien que le dossier, il y a de la discrimination, mais on a un dossier qui est peu étayé, en fait, parce qu'il n'a pas été établi en amont. Et encore une fois, par rapport à ce qu'on disait aussi ce matin, l'importance de la chronologie, l'importance d'établir le faisceau d'indices, mais tout ça, ça doit se faire dès le départ. Et le premier contact, les premiers conseils sont déterminants. Parce que les agents ou les salariés n'ont pas forcément toujours le réflexe de tracer, effectivement, par un mail, par un courrier, de noter, ne serait-ce que sur un cahier, les dates précises. Il faut que la discrimination, il faut établir des faits précis, circonstanciés, pour ce faisceau d'indices. La base, pour moi, c'est effectivement d'intervenir le plus en amont possible. D'où l'importance. Oui, un autre point qui me semble important, c'est que en matière de discrimination, ça s'accompagne souvent d'une situation de souffrance au travail et de risque psychosocial. Donc la logique d'accompagnement ne peut pas être une logique d'accompagnement juridique. C'est aussi de l'accompagnement humain, et au-delà de ça, c'est aussi travailler sur la confiance en soi pour l'agent ou pour le salarié de droit privé, et c'est aussi accompagner. Et là, à cet égard, on a la chance d'avoir un réseau CFDT structuré qui nous permet d'avoir accès à des psychologues du travail, à des médecins du travail, etc. Parce que là, pour le coup, on a une compétence qui est quand même limitée à une compétence juridique, et le maintien de l'employabilité du salarié discriminé, c'est quelque chose d'important. J'entendais parler de réintégration, réintégrer un salarié discriminé, waouh,
j'aime bien en parler aux médecins du travail, enfin du moins avoir son avis sur cette réintégration possible, pas possible, dans quel contexte, avec des recommandations, des préconisations, etc. On ne peut pas faire n'importe quoi, il y a des gens en face. Merci. Merci pour la transition. Mais effectivement, ce matin, on a un peu parlé de rester ou de ne pas rester dans l'entreprise, donc de faire ce choix. Donc, dans un premier temps, il faut accompagner pour faire prendre cette décision. Donc, on dispose de psychologues du travail qui essayent de faire prendre conscience aux gens petit à petit, quels qu'ils soient, hein, que ce soit délégués du personnel, délégués syndicaux ou quiconque, de sa position dans cette entreprise, hein, de ce qu'il a à gagner, à perdre, à rester. Et puis, on essaye de lui expliquer comment fonctionne la maladie, s'ils en souffrent en tous les cas, s'ils ont des troubles du sommeil, etc., d'alimentation, des addictions, de la maladie qu'ils peuvent avoir, et comment ça fonctionne, comment on peut les aider à dépasser ce moment-là. Donc les psychologues, hein, la relation avec leur médecin traitant, donc pour répondre à une question qui va être posée tout à l'heure, donc je donne d'emblée la réponse. Les médecins qui participent aux soins, et le médecin du travail participe aux soins, dans ce cadre-là, en tous les cas, peuvent échanger des informations, mais avec l'autorisation du patient salarié agent, et au mieux avec un courrier transmis par ce patient salarié agent. Il est hors de question de prendre son téléphone dans le dos d'un salarié et d'aller téléphoner à un médecin, etc. Voilà, ça ne se fait pas. Et voilà. En plus, c'est tout à fait possible de ne pas le faire. Hein. Il n'y a pas de raison de ne pas respecter le code de déontologie et donc le secret qu'on détient. On essaye, quand les gens sont à peu près bien, c'est-à-dire quand la phase thérapeutique est à peu près stabilisée, de les orienter vers un chargé de maintien dans l'emploi. C'est devenu une obligation depuis 2022, de façon à ce qu'on commence à monter un projet d'avenir, un projet professionnel. Quelquefois, les gens ne veulent pas quitter leur entreprise. Donc, dans ce cas-là, on propose une médiation. On a des médiateurs. On essaie de proposer une médiation. Donc, pareil, une médiation, pour tout vous dire aussi, le médecin du travail ne sera pas au courant de ce qui sera dit pendant la médiation. C'est pas lui qui va mener la médiation. Lui, il va mener la relation qu'il va y avoir après de réintégration dans l'entreprise. Donc, il n'a pas besoin de savoir ce qui va se dire à l'intérieur de cette médiation. Parce que, de fait, il risque d'avoir un secret, de détenir un secret qui va l'empêcher dans l'action. À un moment donné, il faut qu'on soit actif. Et pour être actif, il faut avoir le moins de préjugés possible. Donc, on essaye de faire ça par des médiateurs professionnels, diplômés. Et une fois qu'on a fait la synthèse, que les gens se sont parlé, qu'ils sont d'accord pour se revoir, pour reprendre un contact dans l'entreprise, eh bien, on va leur proposer un rendez-vous de liaison. Et à ce moment-là, les gens vont se dire, voilà mon projet. Merci. Donc ils vont se dire, ben voilà, mon projet c'est ça. Est-ce que ce projet-là est... Et si c'est pas tenable dans l'entreprise, est-ce qu'il faut éventuellement sortir de l'entreprise? Ça a deux vertus. L'employeur, il sait à quoi s'en tenir, et le salarié, il peut se libérer d'une charge. S'il est délégué du personnel, la charge qu'il a avec les autres salariés, de les accompagner aussi. Et s'il est un salarié lambda, de commencer à préparer son avenir. Et ça peut prendre du temps. On le fait dans le cadre d'un accompagnement avec les CPAM, par l'intermédiaire des assistantes sociales, des caisses d'assurance maladie et des médecins conseils. Et puis, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans. Dans le régime général, ça ne dépassera pas 3 ans, parce que les indemnités journalières ne vont pas au-delà de 3 ans, sauf une reprise à temps partiel thérapeutique qui peut les prolonger d'1 an. Dans les fonctions publiques, vous savez que c'est un peu différent, mais de toute façon, tout est un peu différent. Les possibilités de reclassement sont soumises, le médecin de prévention, du coup, ne détient pas de pouvoir, hein. Il ne peut pas prononcer une inaptitude.
et donc c'est soumis à des avis, et l'administration est souveraine. Donc, au bout du compte, on peut être complètement en déphasage avec son administration. Donc pour le régime général, au bout de ce temps-là, on va devoir prononcer une inaptitude, mais les gens auront commencé leur parcours de reconversion, et en général, ils auront été suffisamment bien pour bien assimiler, puis commencer à entrevoir leur avenir professionnel. Donc c'est vrai que moi, mon premier rendez-vous avec quelqu'un qui est en souffrance, c'est de lui dire s'il va bien, hein. S'il va pas bien, effectivement, c'est de l'orienter vers un psychologue, hein, et puis de commencer à travailler sur lui pour éventuellement ne plus ressentir les symptômes qu'il ressent, et etc. Mais s'il est bien, c'est de lui dire est-ce que vous vous sentez prêt à envisager l'avenir. L'avenir, s'il est dans l'entreprise ou pas dans l'entreprise, il faut qu'il en parle. Donc après, c'est le travail des psychologues et puis et des chargés de maintien dans l'emploi. Mais je serai prêt à répondre à des questions précises, bien sûr. Simplement, docteur Jean-Philippe Bizard, avez-vous là l'occasion, devant tous ces militants, un message de prévention à nous transmettre? On a parlé tout à l'heure de la formation. Donc c'est les formations dans les entreprises, de créer un peu de lien, et puis de faire les formations le plus, de se connaître, quoi, de se parler. C'est le réseau, hein, l'entretien d'un réseau, et d'avoir une formation à peu près identique, hein, de façon à ce qu'elle ne soit pas trop liée à l'individu, mais qu'elle soit vraiment la plus identique possible. Je voulais revenir sur la situation que j'ai évoquée tout à l'heure sur la collègue, où j'ai dit qu'elle avait été mise à pied à titre conservatoire. Le rôle du syndicat, ça a été aussi... on est sur un type de salarié précaire. Tout de suite, au bureau syndical d'après, on a fait passer une délibération avec nos collègues, où on a maintenu le salaire de notre collègue, jusqu'à temps qu'il y ait la décision de l'inspection du travail, pour justement pas que notre collègue soit en difficulté financière. Alors bien sûr, derrière on a tout borné, dès qu'il y a eu la récupération du salaire, les remboursements ont été faits, hein. Mais je pense qu'il y a aussi cet aspect-là. Alors la CNAS est partie, la CNAS le fait aussi, mais ils sont un peu longs à la détente, et en fait on a juste besoin de manger à la fin du mois, donc il ne faut pas attendre que les délais soient passés. Mais je pense que dans l'accompagnement, il y a aussi la partie psychologique, mais il y a aussi la partie financière qui est importante. Et je pense que quand le syndicat peut le faire, il faut pas hésiter, quoi. Et même si la CNAS n'intervient pas tout de suite, le syndicat peut faire cette avance. Voilà. La CNAS interviendra au moment où elle pourra. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur votre place dans l'entreprise, dans le précontentieux Ensuite, c'est vrai que les sujets de discrimination nous sont amenés par les syndicats. Il n'y a pas de salarié isolé qui vient nous voir pour nous dire je suis discriminé, parce qu'il est toujours porté par un syndicat. Et donc là, à chaque fois, ça interroge le collectif. Ça interroge comment le collectif dans l'entreprise prend en charge ces sujets de discrimination. Donc c'est aussi l'occasion de revisiter la façon dont l'instance fonctionne, dont les instances fonctionnent, CSE, C2ST, etc. Et de questionner également les salariés sur le degré d'information qu'ils ont. Souvent, on rediscute sur la BDES, le contenu de la BDES, pour voir quelles sont les informations qu'ils peuvent avoir sur les salaires, les salaires médians, les salaires moyens, pour le cas échéant essayer de reconstituer avec la méthode claire des éléments d'identification de discrimination salariale. C'est aussi l'occasion de revisiter comment les IAP fonctionnent en termes de négociation, en termes d'information, consultation obligatoire, etc., etc. Donc voilà, on essaie aussi de resserrer, de donner des pistes de réflexion au collectif pour appréhender ce genre de situation. C'est très important d'être en capacité pour les équipes de restituer ces documents, d'avoir la main dessus. Ouais. C'est évident. Vous vouliez intervenir ?
Oui, peut-être j'ai oublié de dire tout à l'heure que dans le service de santé au travail dans lequel je travaille, on a aussi une assistante sociale qui peut orienter. Alors la plupart du temps, elle est en relation avec les caisses d'assurance maladie pour débloquer des aides. Mais ça peut aussi être utile, évidemment, quand on est des syndiqués, parce que moi je ne vois pas que des gens qui sont syndiqués. Quand on est syndiqué, évidemment, il y a l'orientation vers son syndicat. Mais j'en vois peu, je vous l'ai dit, peut-être 2, 3. Je ne vois pas beaucoup de gens syndiqués qui ont une difficulté de santé, en fait. Eh bien, merci. On va prendre un temps pour échanger avec la salle. Bonjour à tous. Alors je vais peut-être ne pas être sans émotion parce que là le débat de cet après-midi il me touche très particulièrement pour avoir moi-même subi du harcèlement et de la discrimination syndicale. Depuis ce matin les débats sont très intéressants. Merci d'avoir organisé cette journée, c'est vraiment très riche. Et depuis ce matin, je me disais, on parle juridique, mais elle est où la place de la victime? C'est ce qui me manquait en fait depuis ce matin. Et merci d'avoir apporté justement le sujet. Alors j'ai pris des notes parce que j'ai peur d'en oublier. Et si j'ai un peu d'émotion, vous ne m'en veuillez pas parce que ça a été 7 ans de souffrance. Alors déjà d'une, quand on est victime, il y a tous nos collègues qui nous disent ça va pas, va voir un avocat, va voir un conseiller du salarié, va voir. Mais en fait, déjà c'est compliqué avant d'accepter d'être une victime. Ça, c'est important de le savoir. La deuxième chose, à mon sens, le premier contact avec notre accompagnant, qu'il soit conseiller du salarié, qu'il soit conseiller prud'homal ou qu'il soit avocat, faut pas rester que sur le juridique. Parce qu'en fait, on est dans la souffrance, on est perdu, on n'a pas de repère, on se sent seul. Et ce qui est important, c'est d'expliquer à la victime, voilà, au vu de tout ce que vous m'expliquez, ça peut s'assimiler à ça ou à ça. Moi, personnellement, j'ai 2 premiers avocats qui n'ont pas fait ce travail et qui partaient dans des procédures pénales, et moi, je suis les plus, c'était perdu. On m'a mis, et ma fédération m'a mis avec le réseau avec, j'ai eu cette chance de rencontrer Michel, grâce à qui je suis présente parmi vous aujourd'hui, sans quoi je ne le serais plus, qui a pris le temps, une matinée, de venir m'expliquer. Voilà, par rapport à ce que tu vis, voilà à quoi ça s'assimile, voilà comment va se passer la procédure. T'es d'accord, t'es pas d'accord, voilà ce que je te propose, et tu sais, tout ça. Et franchement, humainement parlant, merci Michel, il a été géant. Quand je dis il a été géant, c'est parce que tout au long de la procédure, il m'a toujours tout expliqué. Il y a eu un demande de report pour telle modification, parce que j'ai pas eu le temps d'avoir d'étudier les parties adverses, parce que quelquefois la partie adverse envoie au dernier moment ses conclusions, mais il faut prendre le temps. Et pour ne pas faire les choses mal, il a préféré faire une demande de report pour le faire bien. Et ça, c'est aussi important. Si on reçoit dans un premier temps des premières conclusions, on ne comprend pas, on est dégoûté, un tribunal qui renvoie sur un autre tribunal, et puis sur une autre juridiction, et on se dit, mais c'est pas possible, je vais jamais en sortir. Et avec Michel, ça a été, il s'est passé ci, mais t'inquiète pas, on a encore une alternative, on pense qu'on peut aller là-dessus. Et ça aussi, c'est important. Je vais y arriver. Et après, ce qui manque à mon sens, alors j'entends bien ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Philippe, l'accompagnement auprès de la PST. Alors moi, dans mon cas, il n'y avait pas de psychologue du travail puisqu'il est en arrêt. Il faut reconnaître aujourd'hui que la PST, elle est démunie. Il y a des bonnes volontés et je suis complètement d'accord avec ce que disait tout à l'heure Jean-Philippe. Mais il faut que de notre côté, nous, CFDT, on puisse aussi contribuer à ce qu'ils aient les moyens nécessaires en termes de moyens humains pour pouvoir aussi accompagner les militants et les sections syndicales et les salariés qui sont en difficulté, parce qu'ils ne peuvent pas être partout en même temps. Et donc quand on les sollicite, ils ont des moyens assez limites, quoi. Et après, ce que je regrette aussi, c'est que quand on est... Alors, il y a la difficulté quand on est retiré de son emploi, parce qu'on en est en accident de travail, pour récolter les preuves qui pourraient être des faisceaux, je ne sais plus comment tu l'as dit tout à l'heure, Michel, mais des faisceaux d'indices, c'est aussi compliqué. Et c'est ça aussi que c'est important d'avoir dans son entreprise une section syndicale
sur laquelle on peut compter pour justement nous aider à constituer un dossier. Et ce qui est important aussi, c'est si on est en souffrance à cause du travail, c'est est-ce qu'on s'est déclaré en accident du travail et non pas en maladie. On n'est pas malade, on est accidenté parce qu'on a subi des événements dus à notre emploi. Et ça, c'est important de le savoir. Et la chose qui a manqué, c'est l'accompagnement psychologique. Parce que ça a été 8 ans de dossier, 8 ans de bataille, mais pendant tout ce temps, on est détruit. Alors on est détruit au travail, on n'arrive plus à se projeter de retourner au travail. Moi, j'ai fait le choix d'y retourner parce que j'avais rien à me reprocher. Pourquoi est-ce que j'aurais quitté mon travail alors que moi, je faisais mon job de délégué syndical? Je faisais ce que je devais faire pour le collectif, c'était pas moi de partir. Donc j'ai pu rester, et là encore Michel m'a accompagné, a compris ma décision, et m'a accompagné dans ce sens aussi de m'aider à pouvoir reprendre. Mais après, tous ces frais psychologiques ont lieu, parce que c'est 4 heures par semaine au départ de frais psychologiques, c'est à notre charge. Donc on est des militants, on est des engagés pour le collectif, et en fait quand on n'est pas bien, on se retrouve un peu seul. Et je trouve dommage, et peut-être aussi un appel que je peux faire, c'est que la CNAS pourrait peut-être, on a des fonds, on le sait, peut-être pourrait réfléchir à utiliser ces fonds pour un accompagnement de militants qui sont en grande souffrance pour ne pas les mettre en difficulté financière. Merci de la prise de parole et merci à toi Michel. Merci pour ton témoignage. Je pense que le DRI aura pris une bonne note de ta question vers la classe. Juste un petit mot par rapport à ton dossier, parce que 8 ans après, l'émotion est toujours vive, ça se ressent. Et là, pour le coup, effectivement, la dimension accompagnement est absolument nécessaire. Et je voudrais dire qu'au niveau de l'URI, aujourd'hui, on a quand même des outils qui fonctionnent bien. Je pense, on n'a pas développé, mais la cellule santé aux souffrances au travail, qui a été d'abord constituée au sein de l'URI Haute-Normandie et qui aujourd'hui est un outil URI Normandie, est un outil qui nous permet de travailler, je dis souvent, en meute. Avocats, ergonomes, CPAM, psychologues du travail privé. Et du coup, par rapport à ton dossier, où à cette époque-là, on n'était pas forcément structuré de la même façon, aujourd'hui, cette approche-là, on l'a systématiquement. C'est-à-dire que par rapport à un salarié discriminé, harcelé et nécessairement en souffrance, la question de son employabilité passera après la question de la restitution de la santé psychologique et psychique de la personne. Et par conséquent, si on ne travaille pas là-dessus, parallèlement à toutes les stratégies judiciaires, on part en vrille. On ne pourra jamais mettre en œuvre une stratégie judiciaire quelle qu'elle soit si la personne n'est pas en capacité de pouvoir l'assumer. Donc il y a des questions de timing, il y a des questions de préparation, de rendez-vous réguliers, on fait le point. Alors tout ça, bien évidemment, dans le respect des secrets qui sont les nôtres entre médecins, psychologues du travail et avocats. Mais on peut avancer malgré tout avec des rendez-vous croisés, réguliers, qui permettent de rassurer la personne avant de pouvoir mettre en place la bonne stratégie qui sera en phase avec ce qu'elle peut supporter. Voilà. Oui, je voulais dire, les délais, effectivement, c'est un vrai problème. Moi, j'ai pas de problème de délai. Je prends des rendez-vous dans la semaine en général. Mais derrière, effectivement, il y a des problèmes de délai. Le psychologue, c'est un délai à 1 mois et demi. Donc évidemment, nous qui sommes syndiqués, on a de la chance, on peut avoir l'intervention à l'intérieur de l'URI, mais ceux qui ne le sont pas, ils viennent vers nous et effectivement, c'est plus long. Le chargé de mission du maintien dans l'emploi, c'est 1 mois et demi. Mais on est beaucoup plus tard dans la procédure. On a 3 ans, enfin plus ou moins 3 ans. On a du temps. Quand des gens sont bien, on peut anticiper. Et un moyen d'anticiper, ça c'est important parce que notre travail, c'est aussi de le dire aux salariés, c'est qu'il y a, avec le médecin du travail, la visite de pré-reprise. Cette visite, elle peut être à l'initiative des médecins soignants, du médecin conseil, de la caisse d'assurance maladie, de l'employeur maintenant,
et puis du salarié surtout, ou de l'agent, enfin, de la personne concernée. Et il peut prendre ce rendez-vous avec beaucoup d'anticipation, et c'est un moment pour discuter un petit peu de ce que va être cette période, à quel stade on est dans son évolution, de sa pathologie, et comment est-ce qu'on va pouvoir envisager la sortie de cette pathologie, enfin, de re-rentrer en employabilité à un moment donné. Dans tous les cas, il faut utiliser cette visite de pré-reprise. Voilà. Oui, moi, je voulais attirer l'attention sur un point, mais que je pense être un peu différent de ce qui vient d'être dit ou en complément. Je crois que quand quelqu'un manifeste sa souffrance au travail, alors plus facilement un militant qu'un salarié lambda, c'est évident, on doit le traiter en tant qu'individu. Je crois que ça a été dit tout à l'heure avec beaucoup de passion, et on voit bien ce que ça veut dire. Mais je pense qu'il faudrait que les équipes syndicales et les syndicats se demandent si c'est pas aussi une sorte d'alerte de ce que sont en train de devenir des organisations du travail dans ce secteur ou dans cette entreprise ou dans cet établissement. C'est-à-dire l'incapacité peut-être de cette entreprise à s'adapter à des contraintes nouvelles ou des contingences auxquelles elle est soumise. Moi, alors cette fois-ci, c'est plus comme syndicaliste, mais comme consultant, j'ai été confronté à plusieurs fois, y compris à des risques de fermeture, parce que l'entreprise passait de la société de la peine à la société de la panne, avec l'incapacité pour les gens de le faire, parce que l'encadrement et tout ça ne comprenait pas ce qui se passait. Bon. Et donc vous avez de la souffrance, et donc vous avez de la répression. Alors, ça veut dire que là, c'est pas des psychologues qu'il faut. C'est des gens qui se posent le problème de l'organisation du travail. Donc c'est plutôt du domaine genre sociologue ou autre, mais c'est pas le psychologue qui va traiter le cas individuel qui va régler le problème. Voilà. C'est aussi parce que vous pouvez avoir dans des formes d'organisation des gens qui sont mis dans des injonctions paradoxales. Hein. Alors ça, c'est encore plus valable pour des formes d'encadrement, par exemple. Là, on va leur demander, il faut faire vite, et puis en même temps, il faut surtout qu'ils produisent beaucoup, puis en même temps, oui, mais vous n'oublierez pas qu'il va falloir qu'on réduise les effectifs. Vous voyez, c'est complètement paradoxal et complètement schizophrène. Donc on met des gens dans des situations. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas que il faut qu'on traite le cas individuel. Il faudrait peut-être qu'à chaque fois, ce soit le souci de s'interroger sur est-ce que la forme d'organisation n'est pas la cause. Voilà. Thierry Barnes explique depuis longtemps que la première souffrance du travail, c'est la dépossession du travail. Parce que c'est pas forcément sans solution. Je veux dire que l'organisation syndicale peut devenir, là, pas seulement contestatrice, mais faire des propositions en termes d'organisation nouvelle. Voilà. Ça me paraîtrait autant dynamique. Voilà. Bon, je vais m'arrêter parce que moi, quand on me donne la parole, j'ai des fois du mal à m'arrêter, mais je pense que c'est important de repenser la dimension collective et pas seulement la dimension individuelle. Du coup, je voulais rebondir sur ce que Sylvie et Michel avaient dit, mais ça boucle aussi avec ce que Gilbert vient de dire. La psychologue du travail privé dont Michel a parlé, Fanny Cottard, pour la nommer, nous dit que quand elle reçoit quelqu'un qui a des problèmes de santé, qui est en même temps accompagné d'une part par les juristes qu'on peut trouver à la cellule souffrance au travail et d'autre part par les militants syndicaux, elle nous dit que ces gens-là se reconstruisent beaucoup plus facilement parce que la prise en charge, elle est, comment on pourrait dire, elle est multiple, elle est plurielle. Et du coup, pour ce que disait Gilbert, forcément que le juriste et le professionnel de santé ont des approches particulières, et l'approche dont parle Gilbert, c'est-à-dire celle où on transforme cette action-là aussi en réflexion sur l'organisation du travail, c'est justement le rôle des syndicalistes de la cellule souffrance au travail. Donc jamais on isole le cas particulier du contexte dans lequel il se déroule, mais l'intérêt, c'est l'interdisciplinarité, et c'est le fait qu'à trois acteurs bien distincts, avec des rôles bien distincts, on peut donner cette dimension-là, c'est-à-dire reconstruire la personne, mais aussi fabriquer de l'action pour l'organisation. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Je
vais revenir sur la question que j'ai déjà posée ce matin, désolé, mais visiblement c'était pas la bonne table, avec un petit peu plus de précision, donc par rapport à l'établissement auquel j'appartiens, qui est un établissement associatif, privé, non lucratif. Et donc ma question de ce matin, c'était comment on fait quand on a des élus qui ne peuvent pas participer aux instances. Comment on fait, puisque normalement nos heures de délégation sont financées, en l'occurrence je pense qu'elles sont financées par l'ARS. Quel est le moyen de pression qu'on peut avoir par rapport à notre employeur pour faire venir ces jeunes militants, parce qu'en plus ce sont des jeunes militants, donc pour leur mettre le pied à l'étrier, venir dans les instances c'est un minima. Voilà, c'est la question, parce que moi j'estime que c'est de la discrimination et d'entrave, donc finalement. Mais de savoir quel est le moyen de pression qu'on a pour pouvoir faire venir ces jeunes-là en instance et faire respecter leurs droits d'élu. Alors, ce matin, tu parlais de service. Elle n'est que pour la fonction publique. Le privé, on n'a pas de continuité des soins, donc ils ne peuvent pas nous... Non, ils ne peuvent pas nous expliquer qu'on est obligé d'être là. Parce que l'établissement a une mission de service public. Voilà. Oui, l'établissement a une mission de service public, mais pas l'agent. C'est pas la même chose. Et en fait, tes heures de délégation, elles sont à l'élu, et il faut faire des convocations. Donner les convocations, alors selon les conventions collectives, pour les instances, il y a plus ou moins 8 jours avant, et il faut, et moi je le dis toujours parce que les gens nous disent, ils veulent pas que je prenne mes heures de délégation. Déjà, il faut les écrire, parce que sans écrit, tu n'as pas de preuve. Et tu fais un écrit, tu poses leurs heures de délégation, l'employeur répond par écrit. Et s'il refuse, il a intérêt de bien argumenter son refus. Parce qu'après, derrière, c'est aussi au syndicat départemental d'intervenir. Et puis après, si ça doit aller plus loin, de faire intervenir le juridique et de faire respecter les droits des salariés, d'interpeller l'inspection du travail et de voir avec le service juridique. Mais là la notion d'heure de délégation, autant dans la fonction publique, elle est à l'agent qui doit assumer la continuité du service public, autant dans le privé, même si on doit être ouvert 24 heures sur 24, c'est l'établissement et pas le salarié. Mais ça, c'est peut-être Michel va préciser, hein, parce que moi... Non mais, voilà, et en fait, il joue là-dessus. Il joue sur le fait qu'il t'explique que tu as une mission de service public. Non, c'est l'établissement. Et en fait, tant qu'ils ne sont pas mis devant le fait accompli et tant qu'on ne les met pas en délit d'entrave, ils continuent. Hein. Et puis nos élus qui disent ouais, mais ça perturbe le service. Enfin, quand tu as des réunions qui sont calées sur l'année, à un moment, merde, faut pas déconner, ils peuvent nous remplacer. Hein. C'est trop facile. Est-ce qu'il y a d'autres participations pour une dernière question? Dernière question. Tout à l'heure, Sylvie avait parlé d'accident du travail. Donc, effectivement, dans la mesure du possible, si on y pense, c'est un accident du travail, a priori, et c'est pas à nous de le démontrer. C'est à la caisse d'assurance maladie de le démontrer. Et donc, chacun doit faire son travail, et je pense que c'est bien de le dire à son médecin quand on se fait arrêter par les médecins que c'est dans le cadre du travail. Lui, il n'a pas le droit de le marquer, il ne peut pas le constater. Mais on fera le constat plus tard. Mais en tous les cas, de se faire arrêter en accident du travail. Quelques-uns essayent la maladie professionnelle avec le système de reconnaissance, mais c'est bon, le risque de ne pas être reconnu est important. Mais en accident du travail, il n'y a pas de souci. Et puis la caisse fera son travail et elle dira c'est un accident du travail ou ça n'est pas, et c'est son bilan. On a une dernière question du coup.
Alors, sur l'accompagnement du militant qui est discriminé, on parle bien de toute la partie juridique, psychologique, santé au travail, bien qu'on ait bien, malheureusement, des difficultés, je rejoins les propos de Sylvie, en termes de prévention de santé au travail. De prévention de santé au travail, actuellement, on a des grosses problématiques de recrutement, que ce soit dans le public ou dans le privé. Je m'interroge aussi sur la prise en charge sociale. Parce que je m'aperçois, alors, en tant que secrétaire de section, pas forcément dans le cadre de discrimination, mais j'ai de plus en plus, c'est-à-dire d'agents qui viennent nous voir, et on a, dans un contexte comme ça, où il y a de la souffrance, avec des risques psychosociaux, souvent on a des agents qui s'arrêtent, ou des salariés, parce qu'on a des agents sous contrat, et se pose vite la dynamique financière. Et clairement, je pense que dans la prise en charge, dans le cadre même du militant, je pense qu'il est important qu'il y ait un accompagnement de l'assistante sociale, puisque là, vous parliez de la caisse primaire d'assurance maladie, ou dans le cas des assistantes sociales. Nous, clairement, au département 14, on n'a pas l'histoire de l'assistante sociale. Donc je pense que ça, c'est un élément important, parce que souvent, quand le militant est en souffrance, par rapport à... Parce que c'est quand même... Je pense qu'il y a une vraie souffrance physique. Ça a un impact aussi sur sa vie personnelle, et aussi sur le côté financier qui n'est pas négligeable. Autre chose, je voudrais intervenir sur le fait que c'est vrai qu'on peut, de plus en plus, on rencontre dans nos sections des problématiques qu'on ne retrouvait pas il y a quelque temps. En effet, tous les dysfonctionnements de l'établissement fait qu'à un moment donné, l'agent ou le salarié va se retourner auprès des organisations syndicales. Alors, en effet, il y a une vraie réflexion sur l'organisation du travail qui doit être effectué dans les établissements. Alors nous, ça fait depuis, on va dire, depuis 2005 ou 2006, qu'on a un minimum de 10 à 11 réorganisations par mois avec la reconstruction. Donc je pense que la réorganisation, c'est un vrai sujet. Alors en effet, je pense que les administrations, avec toutes les lois qui se mettent en place, il y a des réorganisations, puisqu'on est dans le cas d'un projet de soins partagé sur du territoire, avec tout l'impact que ça peut impacter en termes de réorganisation dans les différents établissements supports, en particulier du GHT, les groupements hospitaliers territoriaux. Mais pour autant, ouais, j'ai été censurée, là je trouve une fois que j'ai pris le micro, c'est mort. C'est mort, c'est comme en instance. Voilà, donc je pense que, si vous voulez, je pense que oui, l'organisation, alors ils sont dans la réorganisation, en tout cas dans les établissements publics, on est clairement dedans. Pour autant, c'est pas forcément des organisations qui sont adaptées aux agents qui sont sur place, puisqu'on se retrouve avec des organisations de travail en 12 heures, avec de l'alternance jour-nuit, avec l'annualisation du temps de travail, etc., qui ont des graves conséquences sur la santé au travail. Voilà, merci. Il semblerait que ce soit l'ultime question. Ah, j'en avais une. Dernière question. C'était juste pour rebondir sur l'accident de travail et la reconnaissance. Dans la fonction publique hospitalière, on a une grosse problématique aujourd'hui pour arriver à faire reconnaître tout ce qui est burn-out, épuisement professionnel. Alors déjà des agents, donc je vous parle même pas d'un militant syndical qui serait victime de discrimination et qui voudrait faire reconnaître ses arrêts en accident du travail. On a un problème avec le conseil médical de formation plénière, notamment dans le 76. Alors je ne sais pas dans les autres départements, mais apparemment dans le 14 c'est pareil. Ils ne reconnaissent plus rien. Tout ce qui est du côté burn-out, donc comme ils disent du côté psychologique, ils ne reconnaissent plus rien en accident de travail ou en maladie imputable au service. Et ça devient vraiment très très lourd et très compliqué parce qu'on se retrouve face à des agents, des militants qui sont victimes de discrimination ou autre, et on n'a pas de réponse positive et ça devient vraiment compliqué. Quand ils vont, moi je déconseille même aux agents de venir défendre leur cas devant le conseil médical de formation plénière, parce que les médecins ont des comportements mais odieux avec les agents. Comme si que l'argent, que la maladie, ça sortait de la poche des médecins. Enfin, c'est vraiment scandaleux. Il faut vraiment assister à une séance pour comprendre. Oui, la problématique que vous soulevez, elle est vraiment très importante. Et elle s'explique par le fait que
jusqu'à 2-3 ans. La reconnaissance de maladies professionnelles sur des situations de troubles anxio-dépressifs était en fait plus facile devant les juridictions administratives que devant les juridictions civiles, pôle social. La raison étant qu'en fait, il n'y avait pas le taux de 25%, parce que burn-out, troubles anxio-dépressifs, on est dans le cadre de maladies hors tableau. Et donc la reconnaissance en matière civile, il faut qu'il y ait un taux d'incapacité de 25%. Cela n'existait pas en fait en matière administrative. Il suffisait, enfin entre guillemets, de démontrer le lien direct entre le trouble anxio-dépressif et la problématique au travail. Et en fait, les textes ont évolué et dorénavant, eh bien, il y a un alignement au niveau du Code général de la fonction publique et maintenant la reconnaissance de maladies professionnelles dans des situations de dépression ou de burn-out, eh bien, il faut atteindre le taux d'IPP de 25%. Et évidemment que les administrations s'opposent à la reconnaissance d'accidents de service. L'argument qui est souvent avancé, situation de burn-out, de dépression, on n'est pas dans le cadre d'un fait soudain. Et on renvoie en fait l'agent à déposer une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, mais en sachant que l'atteinte du taux d'IPP de 25% est quand même extrêmement rare. Donc c'est ça l'explication. C'est les administrations, les collectivités font le forcing pour ne pas faire entériner, notamment par le conseil médical, la reconnaissance d'accident de service et le fait soudain. Il faut quand même savoir qu'il y a... Alors la jurisprudence n'est pas très fixée et ça dépend en fait des juridictions. Mais il y a des situations de burn-out, de dépression qui vont se produire sur un certain temps. Et puis vous avez un événement, la goutte qui fait déborder le vase. Voilà, l'entretien, voilà. Ça, c'est un fait soudain. C'est là-dessus, en fait, qu'il faut se focaliser dans les dossiers. C'est sur ça. Il faut évoquer le reste, ce qui s'est passé antérieurement, mais on risque finalement de vous l'opposer pour rejeter votre demande. Donc c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase sur laquelle il faut insister. Et il y a un autre point qui, moi, m'apparaît déterminant et qui concerne les experts agréés, parce que le taux d'IPP de 25%, mais ça suppose qu'il y ait une consolidation. Ça suppose, alors que quand le dossier il passe devant le conseil médical, l'état de santé de l'agent il n'est pas forcément consolidé. Moi je vois dans certains experts agréés ont bien vu le truc, c'est que dans leur rapport d'expertise, ils mettent susceptible d'atteindre un taux de 25%. Et là, à mon avis, c'est plus compliqué pour le conseil médical et derrière, parce qu'effectivement, vous avez raison, l'avis du conseil médical, il est consultatif, il ne s'impose pas à l'administration. C'est plus difficile derrière au maire ou au président de la collectivité de motiver un refus de reconnaissance de maladie professionnelle. Voilà. Eh ben, merci à tous pour la qualité de vos interventions. Nous allons être ponctuels et laisser la place à la table ronde suivante.